Salut à tous. Dans la dernière vidéo, on a vu que l'écriture inclusive était avant tout une revendication idéologique, portée par le courant féministe radical, aussi appelé postmoderne ou post-structuraliste. Et vous vous demandez peut-être comment une telle aberration idéologique a bien pu arriver jusqu'aux institutions étatiques, sans rencontrer plus de résistance et sans avoir à franchir la porte du débat démocratique. Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Pour cela, il faut s'immerger dans le milieu universitaire et en particulier dans le domaine de la sociologie du genre. Alors comme je vais parler de post-structuralisme, je vous invite d'abord à regarder la vidéo sur l'écriture inclusive si ce n'est pas déjà fait, ça vous aidera à comprendre de quoi il est question. Ensuite, quelques prérequis. Qu'est-ce que le genre? La notion de genre apparaît à partir des années 60. C'est une notion utilisée par les sociologues pour différencier ce qui est biologique, le sexe, de ce qui est culturel. Et ça permet donc d'étudier ce qui est de l'ordre de l'acquis et les rôles sociaux qui en découlent. Par exemple, les petites filles qui aiment le rose et les robes, c'est du culturel, ça fait partie de l'éducation genrée. Et puis, très vite, des féministes, notamment post-structuralistes, vont entrer dans le milieu de la recherche sociologique. Elles vont apporter leur vision militante, et le genre va alors devenir progressivement une notion fourre-tout qui va leur permettre de contester non seulement la division sexuée de la société, mais aussi l'existence du sexe biologique et l'hétérosexualité comme normalité. À cela s'ajoute qu'à partir de la fin des années 80, le féminisme post-structuraliste voit naître un nouvel avatar encore plus radical, la théorie queer. La figure de proue de cette théorie est Judith Butler, une philosophe et enseignante-chercheur en littérature à l'université de Berkeley en Californie. Cette théorie met l'accent sur la multiplication des genres pour combattre l'hétéropatriarcat cisgenre, pour reprendre leur jargon, mais aussi sur le passage d'un genre à l'autre pour ne pas figer des identités qui deviendraient de nouvelles cases oppressives. D'où les notions de fluidité de genre et de non-binarité avec la multiplication des genres jusqu'à l'absurde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Butler n'est pas sociologue. Elle ne base pas sa théorie sur des études scientifiques, mais sur la philosophie, c'est une théorie purement politique, donc toute relative. En France, la théorie queer sera introduite très en retard, à la fin des années 90, début 2000, via l'ouvrage phare de Butler, Troubles dans le genre. Aux USA, cela va donner un nouveau champ d'études, les queer studies, et en France, la théorie queer ne va pas s'assumer et va se fondre dans la sociologie du genre, déjà très politisée, contribuant à rendre le domaine encore plus flou. Si bien qu'aujourd'hui en France, quand on lit une étude ou une recommandation officielle portant sur le genre, on ne sait pas toujours de quoi il est question. Version sociologique soft ou version post-structuraliste. C'est pour ça que la droite parle de théorie du genre, qu'on peut comprendre comme étant le versant politique de la sociologie du genre, plus la théorie queer. Maintenant que le décor est posé, essayons de comprendre comment la théorie du genre se diffuse à partir de l'université. Pour cela, prenons un exemple concret. Éric Fassin, enseignant-chercheur en sociologie et sciences politiques à l'université Paris 8. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est très connu dans le milieu universitaire pour son mélange entre politique et recherche, et il est souvent difficile de voir la frontière entre ces deux activités chez lui, notamment sur ses deux sujets de prédilection, le racisme et les questions de genre. Il a notamment préfacé l'ouvrage de Butler, mais Fassin est surtout ce qu'on peut appeler un intellectuel médiatique. Il a notamment tenu des chroniques dans différents médias papier et radio. D'après une étude de l'INA, il a fait 96 passages dans les médias entre 2010 et 2016, et il est deuxième du classement, juste après Patrick Bruel. À côté de cela, il lance ou signe des pétitions très régulièrement, instrumentalisant au passage son statut. Par exemple, récemment, sur la possibilité de mettre des amendes aux harceleurs de rue, amende à laquelle il s'oppose. Tout en s'affirmant féministe, il signe en tant qu'universitaire. Et puis, comme tout universitaire, il écrit des livres et des articles dans des revues de recherche, et il participe à des colloques au cours desquels les chercheurs échangent des infos sur leurs travaux et débattent. Tout cela contribue à diffuser ses théories auprès de ses collègues et d'une partie de l'opinion. Notons aussi que son unité de recherche n'est pas neutre politiquement. On trouve notamment la présence de Louis-Georges Jetin, qui est président du CRAN, le collectif représentatif des associations noires, un des fers de lance de la diffusion des idées postcoloniales en France. Vous savez, ce nouvel antiracisme qu'on taxe souvent de racisme, théorie elle aussi issue du post-structuralisme. Et puis surtout, à côté de tout ça, Éric Fassin a créé un diplôme sur mesure pour son idéologie, un master d'études de genre. Et là, quand on se penche sur les enseignements, on a plus l'impression d'une formation idéologique qu'académique. Le genre dont il est question relève clairement de la théorie du genre. De nombreux enseignements portent clairement la marque post-structuraliste, et d'autres sont des enseignements sur le féminisme, pas forcément d'un point de vue historique. Ce genre de master est encore assez rare en France, et les théories du genre se diffusent surtout via des enseignements spécifiques au sein de formations plus généralistes. Par exemple, la licence de sociologie de l'université Toulouse 2 comporte une unité d'enseignement intitulée Sociologie du genre. Alors, enseignement sociologique ou théorie du genre? Pour le savoir, il faut jeter un coup d'œil à la bibliographie proposée. Sur les 5 livres cités, vous trouvez dans le lot le livre de Butler, Troubles dans le genre, ce qui constitue déjà une indication, mais vous trouvez aussi 2 ouvrages édités par des maisons d'édition très à gauche, Sileps et La Dispute, dont un ouvrage de Christine Delphi, sociologue, mais qui est surtout une militante féministe historique. Donc, sur 5 livres proposés, on en a au moins 3 qui sont rédigés par des auteurs radicaux.
Et si vous comparez cela aux biographies d'autres enseignements, par exemple celle du cours de sociologie politique, vous vous apercevrez que cette sociologie du genre constitue un îlot de radicalité parmi d'autres enseignements plus neutres. Et c'est par le biais de la formation des étudiants qu'on entre dans la diffusion massive de ces théories. Car avec un bac+3 ou un bac+5 en sociologie, vous pouvez travailler dans les ressources humaines ou être fonctionnaire catégorie A. Et quand votre employeur voudra mettre en place des mesures pour l'égalité homme-femme, votre diplôme fera de vous un expert et vous pourrez par exemple imposer l'écriture inclusive dans votre boîte. Les rares masters de genre, eux, mettent clairement l'accent sur cet avenir de professionnels des inégalités. Et il y a fort à parier que d'ici à quelques années, on aura toute une troupe de ces gens dans les grandes entreprises soucieuses de faire du gender washing. L'autre canal de diffusion, complémentaire, ce sont les milieux militants. Déjà par la lecture d'ouvrages politico-universitaires, comme Troubles dans le genre. Mais il faut aussi penser que certains étudiants sont aussi des militants de gauche, qu'ils soient dans des syndicats, des associations ou des partis. Ils vont former d'autres militants et diffuser ces théories qui, comme par magie, corroborent leurs croyances politiques. Et depuis 4 ou 5 ans, sur les questions LGBT et antiracistes, les militants sont formés exclusivement à ces théories, c'est pour ça qu'on commence d'ailleurs à voir apparaître certaines dérives. Et c'est d'ailleurs l'un des paradoxes majeurs des théories post-structuralistes, féministes comme post-coloniales, elles permettent à ceux qui les diffusent de bénéficier de ce que j'appelle la double légitimité. Ils sont reconnus à la fois dans le système qu'ils combattent et dans les milieux militants. Avec la même théorie, vous avez un emploi et une reconnaissance partisane. Et c'est comme ça, de colloques universitaires en prise de position médiatique, de formation d'étudiants en formation de militants, que les théories du genre se sont discrètement diffusées jusqu'à certaines sphères de décision en passant par les sciences sociales. Alors vous vous demandez peut-être que faire face à cette dérive de certains secteurs des sciences sociales. Eh bien en tant que simple citoyen, malheureusement, pas grand-chose. C'est avant tout aux institutions de réagir. Déjà, en rappelant à ceux qui travaillent sur la sociologie du genre que la sociologie est là pour nous dire comment est la société et pourquoi elle fonctionne ainsi, et non pas nous dire comment elle devrait être. Car la question du comment devrait être la société est une question politique qui revient aux citoyens et pas aux experts. Ainsi, par exemple, mettre en évidence l'éducation différentielle des filles et des garçons ne veut pas dire dans l'absolu que cette éducation différentielle est mauvaise. La question de savoir s'il faut éduquer les enfants tous de la même façon ou en fonction de leur sexe est une question politique, qui donc, vous l'avez deviné, revient aux citoyens. Et puis, au-delà de ça, il y a certaines personnes comme Éric Fassin par exemple, qui ont plus leur place dans des think tanks féministes qu'à l'université. Il faut dire ce qui est, il y a aujourd'hui un minimum de ménage à faire dans l'enseignement supérieur. Et c'est sur ces belles paroles que cette vidéo se termine. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine!